Salut. Salut, salut. Changement de décor. Salut Hamza. Attends, le temps de partager tout ça. Et que il n'y a pas de. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de. Salut Spanish. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Ça va? Comment tu vas? Je t'ai envoyé un message en plus. Ça va? Tu vas bien? Ouais, si on veut. Ouais. Ouais, c'est bientôt la fin là, non? La fin de quoi? De ton opération. Ouais, ça tire à ça. C'est quand là? C'est quand le... Je dormais pour tout te dire, je dormais. Ah, c'est normal. C'est normal. Salut tout le monde, salut le chat. Ah, je te laisse de mise avec eux, j'ai un petit truc à faire et je reviens. Ouais, je sais. Les gars, comme d'hab, on like, on partage s'il vous plaît. Le temps que ça monte, tout doucement. Allez tout le monde, on like s'il vous plaît, on partage. En attendant que Nordine arrive et le reste de la bande arrive. On va changer de. Oui, qui c'est qui avait dit changement d'arrière-plan? Ouais, Hamza. Ouais. Attends, on va changer ici. Ah, on va changer d'image. Tard, il m'a envoyé un message, il va pas tarder à arriver dans 15 minutes, je crois. Il m'a dit. Eh, j'ai une. Attends, je sais pas si je vais pouvoir sortir du truc. Oh, tu sors pour. Ah oui, pour faire l'effet. Pour mettre ton fameux effet. Un fragment perdu de quoi?
Comment tu trouves la photo d'arrière-plan? Elle est très belle. Elle est très belle. C'est un Kiss Lindic de 3,80 sur piste bouillie. Magnifique. Elle est magnifique. T'as pas. Attends, si je sors, ça veut dire que là, je t'ai posé une question, ça veut dire que tu m'as pas entendu. Ben non, tu l'as posé où? En fait, c'est parce que c'est une faute. Ah, j'ai pas vu, attends, attends. Je vais remonter pour voir. Non, tu n'as rien dit, tu as partagé. Voilà, c'est tout. Il y avait Linda, c'est tout. Il n'y a pas, y a pas ta. Salut Zizou. Il n'y a pas ta question. Ouais, non, en fait, c'est parce que j'étais sorti dans mes photos, mais du coup, ça marche pas. Je t'ai dit, je suis tombé, je me suis réamusé à faire des questions là. Je suis tombé sur une question. Faudra qu'on m'explique. Ouais, ouais. La précision d'un GPS dépend, un, de l'heure d'utilisation jour et nuit, 2, de la couverture nuageuse, 3, du relief, 4, de l'erreur d'horloge des satellites qui peut être dégradée par les États-Unis. C'est l'erreur des horloges. Incroyable. Alors vas-y, explique-moi. Alors, bah, tu procèdes déjà par élimination et tu vas le savoir. Ça n'a rien à voir avec les montagnes, rien à voir avec la couche nuageuse. Ah, mais les reliefs, on peut avoir des pertes de GPS avec les reliefs, non? Non, c'est pas satellite, donc il n'y a pas de problème. Et tu as deux choses qui peuvent te brouiller ça. C'est le manque de satellites Hmm. actifs ou bien un brouillage de l'opérateur, ce qui revient au même hein, d'ailleurs. Incroyable. Mais en fait, j'ai pas compris la réponse de l'erreur de l'horloge des satellites qui peut être dégradée par les États-Unis. Je te donne un exemple. Si tu montes à bord d'un 330 et tu as l'horloge, enfin la montre d'un 330, décalée par rapport au jour, enfin, le jour où on est, par exemple, nous on est quoi? On est le 10. Tu montes sur un 330, tu trouves le 8. Eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et donc, tu peux pas, les GPS ne vont pas être alignés. Donc, il faut aller sélecter, remonter, revoir tout ça. D'accord. Mais du coup, les horloges sont gérées par les États-Unis, du coup. Eh ben, c'est qui te donne les GPS? Après toi, c'est pas. Ah ouais, ok, mais j'avais oublié cette. Enfin, Voilà. elle m'étonnait. Elle m'étonnait. Salut JB, Salut les ça va? amis, salut les amis. Ah ben, je viens juste de prendre en courant. Ben, je vais te dire, le moindre GPS, si tu mets pas la bonne date, il n'a Exact, pas les éphémérides. exact. C'est tout, hein. Euh, N'oublions pas que les GPS, les satellites enfin oui, les satellites du GPS, ils sont pas fixes, Voilà, ils sont pas géostationnaires. exact. Donc c'est exactement comme les étoiles. Il faut avoir les éphémérides, il faut avoir la position en fonction de la date et de l'heure UTC. Ouais, parce que je t'ai dit, j'avais oublié enfin, il y a faisait longtemps que j'étais pas tombé sur cette question. Je suis tombé là-dessus. Je dis, oh, si attends, comment Mais, ça? Mais et c'est effectivement, pour ça que, bon, c'est logique. il y a quelques années de ça, tu n'étais peut-être pas dans l'aviation encore, mais il y a quelques années de ça, quand le GPS a commencé, comme le GPS était contrôlé par les USA, l'US Air Force en fait l'armée américaine en règle générale. Bon, le problème qui se posait, c'est que on te disait pour tout GPS que tu pouvais acheter que il pouvait être coupé à n'importe quel moment sans préavis. Bon, ce qui fait que pour baser la navigation des avions, etc. là-dessus, il y avait un vrai problème. Bon, il y a quelques années, ils se sont engagés à ne pas l'arrêter. Ah, le bateau d'écho. D'accord, D'accord. mais, bon, c'est tout. Voilà. Ok. Salut Nourdine, au fait, excuse-moi, je suis rentré Ah, directement c'est bon. dans le truc. Enfin, ça Oui, va? oui, oui, ça va. Ça va. Pas de problème. T'as mis un 380 maintenant comme photo? Oui, mais la photo m'a plu. Et donc, je l'ai mise pour essayer. Alors, t'as vu, il y avait attends, un Cessna, un avion d'affaires là. Ouais.
qui s'est planté, qui est sorti de piste, là, qui a touché l'aile et tout ça. Le mec, il part, et il a un vent de travers, 100 degrés d'angle au vent, 29 nœuds jusqu'à 42. Son avion est limité à 24 nœuds vent travers et il tente le décollage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui veulent aller au casse-pipe, quoi. On lui a donné l'ordre de partir. Bon, comme c'est un avion d'affaires, j'imagine que le mec, il a de la pression, il y a un VIP à bord, que sais-je encore, peu importe. Il faut. Alors voilà, t'as 24 nœuds démontrés, vent travers maximum, et le mec avec 29 nœuds et 42 à la rafale, Et tu il portes le part. diable. Non mais franchement. C'est des Bah, il a casse-têtes. joué, il a perdu. Mais c'est même pas jouer, ça, c'est être le roi deck, quoi, c'est tout. C'est pas. Il faut être le roi deck pour faire un truc pareil. J'aime bien cette expression, le roi deck. Pour pas être censuré, c'est tout. Hein. Ouais, pour tout le monde là, les gars. La vitesse lue sur l'anémomètre et la vitesse vraie, la vitesse indiquée, la vitesse sol ou la vitesse verticale. Bon, je te ferai pas l'offense de répondre. Bah moi je sais, c'est la vitesse indiquée. Tu es en train de passer un truc en live exprès pour. Pour Pourquoi? Ça, c'est un truc que tu passes ou là, c'est seulement. Non, c'est je m'entraîne, je revois, tu vois, c'est connaissance générale de l'aéronef, tu vois, ça fait des mises à jour, tu vois. Ah, d'accord. Ok, c'est bien. GK, à GK 1 ou 2, quoi. Voilà. C'est ça. La connaissance de la température des sorties des gages d'échappement, EGT, mélange air essence, pression d'admission, vitesse à afficher, nombre de tours moteur. Donc c'est mélange air. Tu vas te faire insulter tu vas te faire insulter dans un moment par Gérard, qui est dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il te surveille de près. Si tu fais une erreur, c'est tout. Je suis en palier. Le tube pitot se bouge. Quelle incidence sur le badin? Son indication sera sur 0. Son indication monte. Aucune. Son indication descend. Il n'y aura rien. Il faut que les gens répondent aussi. Après, on fera des questions pour les gens. Au cours des vérifications avant le vol, vous ne vérifiez pas le niveau de l'huile car ce serait intervenir dans une opération d'entretien. Vous n'êtes pas habilité. Certains pourront dire ça. Hein. Vous vérifiez le niveau d'huile, le cas échéant, vous l'ajustez avec l'huile prescrite par un autre. Vous vérifiez le niveau d'huile, le cas échéant, vous l'ajustez à n'importe quelle huile pourvu qu'elle soit à usage aéronautique. Vous vérifiez pas l'huile, celle-ci est garantie par le fabricant entre deux vidanges. Du coup, on va choisir celle-là, ça c'est facile. Parmi les situations, vous pouvez mener à l'apparition de détonation au niveau du moteur. À piston d'avion léger, on peut citer. Attends, on va aller plus loin. Attends. On prend la question Bilal, qu'est-ce que tu as répondu? B. Sur quoi? C'est ce que tu viens de passer. C'est bon, on a répondu. B, ouais, c'est ça. 1. Utilisation des carburants trop faibles. Oui. Excuse-moi, hier j'ai cru rêver. Il y a un de mes followers qui m'envoie une invitation pour passer sur un live. Bon, je dis tiens, pourquoi pas, j'avais rien de spécial à faire. Je passe sur ce live. Il se trouve que c'est une équipe de platistes. Ah, bien. Alors, bon, je suis là, j'écoute les conneries qu'ils peuvent dire. Alors d'abord, on voit une carte de platiste, c'est-à-dire ça ressemble à une stéréographique polaire ou à une harmonique polaire, mais qui n'a pas la variation d'échelle de ces deux cartes. Donc, alors on voit donc des méridiens qui sont des droites concurrentes au pôle, des parallèles qui sont des cercles, mais qui sont des cercles qui ont une drôle de, enfin, qui ont pas une, dont la progression de rayons n'est pas celle que l'on connaît, etc. Et puis alors, les voilà partis dans une histoire d'analème. Alors l'analème, c'est la trace du soleil dans le ciel à un endroit précis, à un endroit donné, en fonction de la date. Alors ça fait une espèce de 8 comme ça. Alors les voilà partis sur l'analème, etc.
Et alors, mais des conneries, mais des trucs invraisemblables. Alors, à un moment, il y en a un qui dit, ça y est, il avait trouvé le truc, il allait calculer la circonférence de je sais pas quoi d'ailleurs, enfin bref, et en se basant sur les gars du Vendée Globe Challenge, donc du bateau à voile. Ouais. Alors, il y en a un qui dit, un type plus fort que les autres, il dit, ah oui, mais il faudrait savoir à quelle vitesse ils sont. Alors, il y en a un qui dit, je crois qu'ils sont à 45 nœuds. Alors, si un voilier, un voilier de compétition, certes, mais un voilier marchait à 45 nœuds en faisant le tour du monde, ça se saurait. C'est-à-dire que le premier, il a fait une moyenne, sur les 2 mois de navigation, il a fait une moyenne de 15 nœuds. Hein. Donc, voilà un petit peu les mecs, comment ils essayent de faire des calculs en se basant sur la vitesse des voiliers du Vendée Globe. Non, mais on croit rêver, hein. On croit vraiment rêver. C'est Dans moi, la j'ai connerie, l'impression. on fait guère mieux, hein. Voilà. C'est des génies. Attends, j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent comme ça, ils picotent, ils picorent à droite et à gauche sur des informations, et quand ils tombent sur quelque chose qui leur plaît, ils la mettent en avant, c'est tout. Donc c'est sans vérifier quoi que ce soit, ni en amont, ni en aval, et ça leur plaît. Donc ils jettent le truc et ils tournent autour. Et ils construisent toute une hypothe, enfin, tout un sujet autour de ça. Et c'est comme ça que ça marche malheureusement dans tous les domaines. Hein. C'est, c'est absolument affolant. J'ai dit au gars qui m'avait invité à aller voir ce truc, je lui ai dit, bon, mais c'est un truc de plastique, j'espère que, je lui ai dit, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi idiot, et j'espère que vous n'en êtes pas un. Il n'a pas répondu. Après, bien sûr, il ne répondra pas, surtout quand Voilà. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. effectivement, d'abord, il va pas comprendre pourquoi tu lui dis, histoire que t'en aies pas. Mais non, mais moi, je veux bien que l'on essaye de discutailler. Bon, si la Terre était plate, qu'est-ce qui se passerait? Non, mais les mecs, j'aimerais qu'ils me disent juste comment ils expliquent les variations de la durée du jour. Ah oui, alors, je les entendais dire que le Soleil, à ce moment-là, il accélère, parce que c'est le Soleil qui tourne autour de cette espèce d'assiette sur laquelle nous sommes supposés être. Non, mais Le franchement, soleil, il a un V8 derrière. ah Donc, ouais, non, mais alors là, non, mais là, il a accéléré. Alors bon, c'est même plus la peine de parler de vitesse aréolaire constante de la Terre autour du Soleil. Enfin bref, c'est pas la peine. Là. On est dans un tel délire que. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que bon, ok, pour les musulmans, on sait il y a un ou deux versets du Coran euh, dont on pourrait tirer que. Bon. Non, Mais les autres, même ceux ça, qui même ça, sont même pas. ça, j'y vais, même ça, j'y vais, je t'arrête tout de même. Même ça, c'est discutable. Même ça, c'est faux parce que les soi-disant, bon, je mets ça entre guillemets, leurs savants n'expliquent pas ça comme ça. Oui, Parce qu'il y a un extrait qui dit, dans cette mesure où l'être humain est sur Terre, il est sur une Terre plate, mais une fois à l'extérieur, ça c'est l'explication hein, ouais, ouais. des érudits. À l'extérieur, elle est sphérique. Mais on Voilà. a les autres prophètes qui parlent de ça, ils vont directement Satahara, qu'il fasse Hein. plate. Et ils restent là, je t'ai dit, ils prennent des bribes, et ils Ouais, construisent ouais, une absolument. étude dessus, et ils commencent à se mettre. C'est comme partout, hein, c'est attention. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ceux qui sont pas musulmans, donc qui sont pas basés sur le Coran, euh, comment peuvent-ils en arriver à ça? Franchement, j'ai vu des Américains, tout ça, des mecs convaincus, et puis alors, le grand truc du complotisme, etc. Et là Il y en aussi, a même un qui a cité François Gabard, navigateur, un des meilleurs navigateurs à voile. Et il dit François Gabard, il a dit qu'on pouvait pas aller au-delà du 50e ouest. bah, Enfin, bref. je te rends qu'il y a même des pilotes qui y croient de leur campeur. Hein. Ah oui, moi j'ai eu un élève. Après, ses collègues sont venus me voir. Ils m'ont dit quand j'aurais fait la terre, les machins, les trucs, les coordonnées, etc., etc. Il y en a un qui sont venus il y en a un qui est venu à la pause et il m'a dit tel, c'est un platiste. Et je lui ai dit bah écoutez, je vais pas en tenir compte. Je vais continuer. Non, mais c'est Gérard, ce invraisemblable. matin, m'a envoyé un document sur Air Algérie qui a signé
Je sais pas si tu l'as vu, toi, le communiqué des Algérie aussi, parce qu'après, Oui, aux États-Unis pour la formation. le CAPT global. Ouais, ouais, ouais. C'est pour, c'est avec un truc à distance aux États-Unis. Bon, Bon, c'est pas. j'ai vu, Parce que Gérard, il m'a demandé si j'étais concerné. Je lui dis bon, j'ai entendu parler de cette histoire, mais je sais pas, voilà, sans plus. bon, en même temps, d'ailleurs, il y a ça, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a une personne qui a été désignée au niveau de la direction générale pour mettre en place l'académie. Bon, ça se confirme. Bien, c'est bien. Oui, Mais bah, c'est je trouve beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps perdu depuis des années et des années que ça aurait dû être fait. non, non, c'est bien. Moi, je trouve que ça bouge, c'est bien. C'est ce que j'ai dit à C'est bien, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. voilà, j'ai dit à Hassini, j'ai dit, je trouve ça, il est super, mais il faut y aller. Il faut pas laisser ça sur le bureau, un dossier dans un tiroir. Il faut Il est absolument- fondamental qu'une compagnie, quand elle prend une certaine taille, qu'elle ait sa propre académie, de manière à ce que les gens soient fondus dans le même moule, qu'il y ait un état, qu'il y ait une culture compagnie avec tout ce que ça comporte. Voilà, ça c'est clair, c'est bien. Salut Albani. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut Albanais, Comment ça va? ça va et toi? Vraiment. Voilà. Merci. Je voulais pas m'occuper, justement, j'étais en pleine explication. Ouais. Allez, une petite question là. Un avion de finesse 12 qui a une hauteur disponible de 1500 mètres peut, en cas de panne moteur et avant de toucher le sol, parcourir une distance de 18 nautiques, 18 km, 1,8 km, 1,8 nautique. J'attends les réponses. À 1500 mètres d'altitude, elle a une finesse 1500, de 12, c'est ça? affirme. C'est 1,2 racine de H. Même pas. 1500 mètres multiplié par 12, 12, ça fait 18 converti en km. nautique éventuellement. Converti éventuellement en nautique. Alors 1500 fois 10, ça fait 15 000. 15 000 plus 30, ça fait bon, 15 000 plus 30, 15 000, non, ça fait 300. Oui, 15 300 mètres. 15 300 mètres, bon ben alors à ce moment-là, on convertit en nautique. Oui. Non, ce sera 18 km. Mais 1,2 racine de H, tu vas trouver 18 km. Non, Des cylindres moteurs. non, 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 c'est la finesse. La finesse multipliée par la hauteur. C'est tout. C'est 12 Voilà. multiplié par 1500. C'est ça, 12 multiplié par 1500, bon, ça fait 15 000. Mais ça, c'est facile. je la 15 pose 000 pas. plus 3 000, 18 000. Ça fait 18 000, 18 km. Voilà. C'est ça, Ça fait exactement. 18 km, ça fait donc 10 nautiques. En gros. Bon, celle-là, elle est facile. Les cylindres moteurs sont refroidis grâce au turbulent d'échappement, l'effet Venturi. Parle pas tout ton nez, parle clairement. Parle pas tout ton nez, comme les ordinateurs. Les cylindres du moteur sont refroidis grâce aux turbulences d'échappement, à l'effet Venturi, à la circulation autour des ailettes et au Kármán. Alors, attends un peu qu'ils répondent un peu. Vas-y. Attends un peu qu'ils répondent dans le chat, s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Parce qu'il y a hier qui avait l'air d'être intéressé aussi par les questions. Allez, le chat. C'est des questions de... Ça dépend de quel type de moteur. On peut avoir un moteur refroidi par eau, par liquide. Hein. Oui, mais on peut en déduire que avec les réponses que on parle pas d'eau. Alors, il y a des ateliers Venturi. Venturi, Rami Venturi. Et bon, le reste, de toute façon, j'imagine que les gens vont pas répondre. L'effet Venturi, il ne se produit que s'il y a un convergent. Hein. C'est ça. Exactement. Bon, moi, je mettrais ça, moi. La circulation d'air autour des ailettes.
C'est ça qu'il y a des ailettes sur les cylindres, d'ailleurs, bien sûr. C'est ça, exactement, pour pouvoir refroidir. Oui. Alban, qu'est-ce Augmenter la surface de contact entre le cylindre et l'air ambiant. Voilà. que tu avais dit, Alban, tu voulais poser des questions? Non, pas forcément, hein. Hier, attends, tu avais dit, attends, hier avait dit que ferait l'académie de différent. Ben, l'académie, tu sais, c'est, comme disait JB maintenant, c'est très important dans une compagnie qui prend l'ampleur. Parce que elle sera, d'ailleurs, elle va faire du recyclage. Quand on dit recyclage, c'est-à-dire elle va mettre pratiquement tout le monde à contribution, à savoir ceux qui sortent à la retraite. Et ce ne sera pas peine perdue pour ces gens-là, enfin, peine perdue pour la compagnie. Elle aura, elle aura quand même ces genres de pépinière, quoi, pour avoir du monde des instructeurs, le suivi formation, qu'elle n'ait pas beaucoup de difficultés à recycler ces éléments, ces gens qui sont pas, qui sont en fonction, etc., etc. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, je sais pas Oui, et pourquoi. puis c'est surtout, c'est créer comment dirais-je, l'état d'esprit compagnie. C'est le travailler, c'est l'inculquer, etc. C'est très important. Ça permet également d'uniformiser les formations parce que quand on fait ce genre de travail, on crée un fonds documentaire qui va être utilisé pour la formation. Donc tous les instructeurs vont délivrer en fait le même message. Ça va permettre donc de renforcer les savoirs et les compétences. Je vais, dans, dans pas longtemps, je vais changer de système de live, hein. Je vais passer par le laptop en faisant un restream. Donc ce sera simultané sur TikTok et YouTube. Et tu vas le repositionner là où tu es ou bien comment tu vas le laisser là où il était au départ? Non, non, il va rester tel quel, mais il va être diffusé et sur TikTok et sur YouTube direct. Ah, d'accord. Et les lives arriveront, si tu veux, aux amis, enfin, aux followers, directement, quoi, de live. Ils seront chez eux à l'instant T, même s'ils veulent les revoir plus tard. Ils sont passés par YouTube, mais rien. Ça va agrandir le panel des gens qui pourront le voir, quoi. Voilà. Farid n'apparaît plus. Non, il n'apparaît plus, Farid, hein. Il est dans les affaires. Enfin, bien. Même Walid. Oui. Il faut mettre ça sur le compte de Ramadan. Oui. Pourquoi Ramadan, tu peux pas parler? C'est interdit. Oh, il y en a Les gens sont fatigués parce qu'en fait, qui n'ont pas ils trop. veillent beaucoup, c'est ça le truc. À cette heure-ci, c'est l'heure fatale. Est-ce que tu as, je te pose la question, Spanish. Est-ce que tu vois que sur les avions de ligne, on a la possibilité d'avoir le nord vrai, d'accord? Est-ce que tu sais ça? Tu sais qu'on a la possibilité d'avoir, on peut avoir les instruments de navigation en or vrai ou en or magnétique. Est-ce que tu le sais ça? Non, je savais même pas. Ah d'accord, ok. Bon, c'est pas la peine que je te pose la question alors. Non, mais vas-y quand même. Écoute, Est-ce que tu as une idée de la manière justement dont on détermine le nord vrai? là,
Là, Dans un avion de ligne. quand tu rentres chez Corsair ou là dans les sur un 330 ou là, Ouais. tu demandes au capitaine, tu dis est-ce que vous pouvez me montrer sur le ND le nord-vrai. Donc il va appuyer sur un bouton juste à côté, tu vas voir un décalage direct avec un petit écran bleu qui va s'allumer et il t'indiquera le nord-vrai. Et il se trouve où dans le cockpit? Ben, dans le ND. Dans le ND, le normal display, et juste en bas, là où il y a, juste au-dessous de l'ISIS, ce qu'on appelle le truc, pas magnétique, enfin, oui, le secours. Ok. Trois espèces de trucs. Juste au-dessus de l'horloge, il y a le bouton nord-vrai. Ok, moi je vais regarder alors. Attends, je vais voir si je trouve le. Tiens, attends. En même temps, je vais faire ça et je vais vous montrer le cockpit 330. Un cockpit 330, comment on appelle ça Allez, discuter le temps que je trouve ça. Oui, alors Spanish, est-ce que tu as une idée de la manière dont on détermine le nord vrai dans un avion de ligne? Je réfléchis avant de dire des conneries que tu m'engueules, hein. Je m'en veux pas. Non, je t'engueulerai pas. Je pose aussi la question live, est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait pour déterminer la direction du nord vrai? Cela, Oli. Oli, tu peux répondre? Oli, le temps que je trouve le truc, l'image. Réponds. Je pense pas, parce qu'elle est sur les avions. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les avions, on va dire, de loisirs et les avions de ligne ou pas? Ah ben oui, parce que en fait, pourquoi on a besoin du nord vrai dans un avion de ligne? C'est tout simplement quand on monte en latitude. Quand on monte en latitude, l'inclinaison du champ magnétique terrestre, que l'on perçoit aussi bien avec le compas magnétique de base, celui que tu as, le compas de secours, d'accord, la petite boussole, là, comme celui qui est capté par les vannes de flux, qui te permettent de recaler ton gyrocompas par rapport au nord magnétique, l'inclinaison du champ magnétique terrestre est telle que la composante horizontale qui est reçue à bord de l'avion devient trop faible et pas assez directionnelle. Et donc, quand un avion de ligne qui est prévu donc voler à n'importe quelle latitude, et entre autres dans les routes polaires, comme dans les routes polaires, l'inclinaison du champ magnétique terrestre est trop importante pour avoir une directivité du champ magnétique, on est obligé de passer en vrai. On est obligé d'avoir le nord vrai. Alors il y en a un qui dit les cartes terminales et de croisière donnent la déclinaison magnétique. Oui, mais pour autant, la déclinaison magnétique qui est donnée sur les cartes, elle est donnée le long de lignes qui s'appellent les lignes isogones, donc les lignes d'égale déclinaison magnétique. On n'est pas forcément sur une ligne d'égale déclinaison magnétique. De surcroît, la déclinaison magnétique varie avec le temps. Donc si la carte donne, par exemple, la déclinaison magnétique en 2020, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la déclinaison magnétique est la même. Quand bien même on serait sur la ligne isogone. Donc c'est pas comme ça. Voilà, non référence. Voilà. Magnétique et true. Et true. Et ça sort ici. Là, ça va sortir là. Juste là, écrit True. true. Bon, quand tu rentres sur un 330 la prochaine fois, ça c'est le schématique, hein. Tu vas le trouver là, tu demandes à ce qu'on te montre. Il y a l'horloge là, bon, c'est un old cockpit. Hein.
en 2, 3, 30. Ok, donc du coup, tu as juste à appuyer dessus et il te l'indique quoi. Voilà. Quand tu appuies dessus, là, Il te l'indique à côté. en bleu, ça va passer en bleu quand tu appuies. Là, il est en mag. Quand tu appuies, ça va s'appuyer en bleu et ça va sortir là. Juste là. Voilà. Tu vas avoir mag ici, trou qui va arriver. Et avec le dash en bleu, on te donne exactement. D'accord. Alors, avons-nous une idée là? Eh bien, je vous donne la réponse, hein, puisque personne n'a trouvé. C'est les centrales inertielles qui, tout simplement, qui sont des gyroscopes et qui sont tenues par des gyroscopes. En fait, bon, ça serait trop long à expliquer, mais elles perçoivent la rotation de la Terre, n'en déplaise à messieurs les platistes. Donc, elles perçoivent la rotation de la Terre, et dans cette perception de la rotation de la Terre, en fait, elles s'alignent sur le nord vrai par recherche en quelque sorte de l'origine du mouvement. Elle se cale vers le centre du mouvement et donc c'est-à-dire vers le pôle nord. À partir de là, on a le nord vrai et le nord magnétique du coin. On n'a pas besoin de regarder sur les cartes pour connaître la déclinaison magnétique. Le nord magnétique est donné par les vannes de flux qui se trouvent de chaque côté au niveau des saumons-d'ailes. On les met au niveau des saumons-d'ailes pour qu'elles soient le plus loin possible des zones d'influence magnétique de l'avion. Voilà. Donc c'est comme ça qu'à bord, on peut avoir le nord vrai et le nord magnétique, donc le cap vrai et le cap magnétique. Voilà. C'est pour ça que les corrections sont apportées quand, par exemple, le 330 se déroule sur Keflavik en Islande. Il doit passer sur nord vrai pour faire sa remise des gaz. Sinon, tout est déglingué. C'est au-delà de l'altitude requise pour amoindrir les erreurs. Les lignes de champ magnétique, elles sortent de l'hémisphère nord, du pôle sud magnétique. Donc elles sont presque verticales quand on est à la verticale du pôle sud magnétique et verticales quand on est à la verticale du pôle nord magnétique. Et il y a ce qu'on appelle l'équateur magnétique, c'est-à-dire c'est la zone dans laquelle les lignes de champ magnétique sont horizontales. C'est ce qu'on appelle l'équateur magnétique. Et quand on se rapproche aussi bien du nord magnétique, du pôle nord magnétique ou du pôle sud magnétique, les lignes de champ s'inclinent vers le bas. Et à partir d'un certain angle, la composante horizontale de ce champ magnétique devient trop faible pour être détectée par les systèmes systèmes magnétiques, donc Fluxgate ou bien compas magnétique. Voilà. Ces vannes, elles sont électriques, elles sont automatiques. Pardon? Les vannes de flux, elles sont automatiques. Ah oui, les vannes de flux sont automatiques. Et sur les anciens avions, en fait, le gyro directionnel, donc ce qu'on appelle le directional gyro, on avait une indication comme quoi il était bien recalé par rapport au magnétique. On avait l'instrument lui-même et il y avait une petite fenêtre en haut où on voyait une boule et un plus qui passait, ça allait, ça venait. Directional, comment tu l'as appelé, pardon? Pardon? Tu l'as appelé directional quoi? Directional gyro. Okay. Gyro directionnel. Okay. Et on avait dans une petite fenêtre en haut à droite de l'instrument, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en haut à droite ou en haut à gauche, peu importe, on voyait à l'intérieur, on voyait soit un petit plus, soit une petite boule. Et ça voulait dire que la vanne de flux était en train de recaler le gyroscope pour qu'il soit toujours aligné avec le champ magnétique terrestre. Parce que le conservateur de cap, enfin le gyro directionnel, si on ne le recale pas, il va dériver, il va précessionner pour diverses raisons. Il va y avoir la précession astronomique qui le fait tourner de 15 degrés sinus de la latitude par heure. Il y a la précession instrumentale
qui est liée à l'imperfection de l'instrument, et il y a la précession de déplacement, qui correspond à delta G sinus LM. Bon, c'est la convergence de l'orthodromie, on passe là-dessus, c'est trop compliqué à expliquer. Donc le gyroscope par lui-même, si on le laisse tout seul, il va dériver et son indication va plus vouloir rien dire. Alors c'est pour ça qu'on le couple avec une vanne de flux qui va sans arrêt recaler le gyroscope de manière à ce qu'il indique de manière précise le cap magnétique. Alors tu vas me dire, on pourrait utiliser la petite boussole que l'on a en haut, la petite boussole de secours. Sauf que quand on étudie bien cette petite boussole de secours, elle a beaucoup d'inconvénients, elle est instable quand on fait des virages, quand on fait des accélérations, etc. Elle a tendance, le cap qu'elle indique a tendance à être faussé. Donc, on veut avoir quelque chose quand même qui soit beaucoup plus stable. C'est pour ça qu'on utilise un gyroscope, mais en le recalant sans arrêt par rapport au nord magnétique. Voilà. Tu te rappelles quand on avait les problèmes de trucs, quand on tirait sur le bouton pour recalage, sur 37-200 et tout. Oui. Et puis, c'était. Ça précessionnait de temps en temps et on était obligé de recaler le. Alors, on avait, sur ce type de gyro, on avait des flags, donc on voyait avec ce que j'ai dit maintenant, donc le recalage. Et il y avait également un système de recalage rapide pour le remettre. À ce moment-là, on prenait le cap magnétique sur le compas de secours et on calait le gyro directement dessus, comme ça allait plus vite. On n'attendait pas que tout ça se fasse doucement. Et on avait des flags qui nous indiquaient, par exemple, que le gyro était HS. On avait un flag rouge qui nous apparaissait, qui nous disait que off, il nous mettait off. Ça voulait dire que le gyro directionnel était HS. On recalibrer sur la tirette, c'est ça? Oui, on pouvait tourner la rose rapidement pour le remettre, parce que quand l'avion était arrêté, il n'y a plus d'énergie, plus rien. Le gyro, quand il s'arrête, le gyro, et quand il est plus alimenté, il va ralentir, et en ralentissant, il va précessionner. Donc, quand tu vas remettre le courant, quand les gyroscopes vont redémarrer, il indiquera un cap qui sera un cap aléatoire. Donc, pour revenir rapidement avec un cap correct, on prenait la référence du compas de secours et on recalait ça sur les gyros. Voilà. Salut Philippe. Farid, le retour. Salut les amis. Alors, Alhamdulillah. Vous m'avez réellement manqué, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. توحشناك يا سي محمد. toi aussi, tu nous as manqué. Là, kiff. Salut l'Albanais. Salut Farid, comment vas-tu, mon ami? Ça va bien. Salut Alhamdulillah. Nordine. Salut Spani. Salut Mourad. Vous avez entendu là ce qui s'est passé? Enfin, ce qui s'est passé. C'est pas un événement grave, mais un peu curieux. Pour moi, c'est un peu curieux que Air Algérie va former ses pilotes via une école américaine. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est en ligne. On en parlait tout à l'heure. Oui, Oui, en ligne. Oui, en ligne. c'est APT Global, ils ont signé. Il n'y a pas qu'Air Algérie, il y a la Malaisienne, il y a Laos, il y a plusieurs compagnies. C'est un nouveau concept aux États-Unis. Et bon, c'est apparemment. J'ai fait un. Bon, c'est Gérard qui me l'a envoyé ce matin. Après, j'ai lu le communiqué d'Air Algérie, parce qu'ils ont envoyé sur le profil Facebook. Je suis rentré, donc je me suis inscrit déjà dans cette école. Ils m'ont envoyé un lien et tout. Je suis rentré, j'ai fait un tour. Ça a l'air intéressant parce que ils donnent une grande panoplie de formations en ligne et ça va aider. Il y aura que le truc pratique à faire. Donc c'est qui se roule par exemple quand des gens font une formation, ils font une qualification de type, ils font un CBT. Donc, ils ont des laptops devant eux, ils travaillent dessus pendant toute la qualif et tout. Là, ça va être directement en ligne avec les States, avec cette école, cet institut. Et bon, j'espère, comme on disait tout à l'heure avec JB, que ça ne va pas s'arrêter seulement à l'intention. Bon, j'ai vu dans les cosmos des clients, apparemment, j'ai vu le protocole signature qui a été fait avec le directeur des opérations d'Air Algérie et trucs et tout et tout. Donc, je pense
Je pense que ça va être sérieux, je pense. Hein. Mais bon, j'espère. Attends, ils vont enseigner quoi? La TPL ou bien Non, des matières complémentaires? non, c'est des qualifs. Comment les qualifs? Les qualifs. Non, non, c'est pas leur mission, la TPL. Il y a un autre volet sur la formation ATPL, TPL, truc et tout. Mais ça, c'est un autre système. Air Algérie a signé le protocole pour les qualifications Alors, d'équipe. comment tu as le sigle que tu as utilisé, c'est APT ATP ou? global. Attends, je vais te donner exactement le. Non, mais tu as parlé de APT, c'est ça? Non, C. Ça s'appelle CAPT. C'est c'est APT. CAPT, ouais. PT global. Vous aviez parlé avant que de Si ça, je me non? trompe. On a juste, on a juste évoqué le truc, c'est tout. Attends. Hum, attends. Et ça va de pair, donc, si je comprends bien, Nourdine. Attends, je reviens. Attends. C'est en parallèle en parallèle à l'académie qui veulent créer. Alors, l'académie, c'est un autre dossier. L'académie, c'est carrément l'académie de formation. Donc, ça va aller pratiquement comme dans le temps, les attaques, trucs et tout. C'est formé Oui. carrément de bout en bout. Et bien, pour les qualifs de type, attends, je vais te donner exactement le lien parce que c'est pas. C'est CPAT. Tape CPAT chez toi sur le CPAT. Voilà. Oui. Alors, CPAT. C'est CPAT. Je vais te montrer exactement ce qu'ils ont dit sur RNG, par exemple. Read more. Je vais te montrer exact. Hip, hip, hip. Alors, voilà. CPAT annonce new contract with Air Algeria, Algeria Air Flag. Houston, Texas. Le 3 mars, ils ont signé le protocole. Alors, with Fleet 54 aircraft, ils expliquent ce qu'il y a Air Algeria, voilà, la signature avec le responsable de l'Institut et le directeur des opérations. Parce qu'il arrive à revenir là pour. Attends. Ils n'ont pas que Air Algérie, ils ont plein de compagnies. Hein. Plein de compagnies, ça, j'ai montré seulement le. Ah ouais. Parce que là, je vois la TAM, Flynas, Ouais, ouais. Wizz, Etihad, la Norse, Saudia. Oh, chaque fois ça revient ici. Bon, c'est pas grave. Après, tu verras ça tout seul. Je regarderai ça sur l'ordinateur direct. Oui, d'accord. Il y aura ça pour les qualifs et l'académie. Bon, ça, c'est ce qu'on sait. L'académie, c'est la formation des cadets et puis les formations récurrentes C'est tout, hein. hors L'académie, il y qualif. aura tout. Il y Hors aura qualif. les ingénieurs, il y aura. Pratiquement, ils veulent faire. C'est genre. Je pense que Cuba va être en rénovation pour longtemps. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Pourquoi? Tu as vu, mais tout Oui, à la limite, si par exemple la RESA s'en va de là-bas et que ça libère des places pour faire des salles de cours ou des salles de conférences, là, je ne sais pas. ouais. Oui, oui. Ou bien ou agrandir, hein, enfin je dis ça comme ça. D'accord, mais c'est bien. Ouais. Ça, c'est leur programme, je crois, pour les pilotes, là. Ouais. En tout cas, l'histoire de l'académie, ça c'est une bonne chose parce que ça permet d'abord d'uniformiser, c'est très important, entre les formations des personnels au sol, des personnels navigants, etc., d'avoir une harmonie dans les formations.
Moi, j'ai travaillé, bon, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai travaillé justement pour une académie d'une compagnie aérienne où justement tout le monde passe. Il y a les personnels au sol, personnels navigants, etc. Voilà, bon. Ils ont des clients quand même, hein? Oui, ils ont. Ça va, ils ont pris mon peur. Airblue, il y a French Bee aussi. Breeze, Breeze, Laos, Water, Ah, il est là! le pavillon national. Alors, notre ami Farid, est-ce qu'il a des questions? Parce que d'habitude, c'est lui qui pose les questions. Farid, Oui, j'y vais, bien sûr, tout de suite, tout de suite. J'étais en train de regarder parce que j'étais en train de regarder l'article que j'avais vu par rapport à cette annonce de l'école d'Algérie, là. ouais. Et je me posais la question de savoir justement si c'était réellement ce que vous disiez par rapport à la formation. Vous parliez d'une formation spécifique, c'est-à-dire juste AQT, c'est ça, hein? C'est juste AQT, vous disiez. Enfin, ils vont commencer avec des QT parce que ils vont faire ce qu'on appelle le less paper, donc ils vont aller directement vers ce qui se fait. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que ils se dispersaient à droite et à gauche pour organiser des qualifications de type, ensuite envoyer les gens à droite et à gauche pour les simus. Donc ils veulent faire ce qu'on appelle un 2 en un, organiser ça, ensuite envoyer des pilotes, des instructeurs, faire ceci. Tu vois, moi je trouve que ça c'est extraordinaire. Mais il faudrait que ça arrive au bout. J'ai peur que ça soit seulement une intention. Non, je pense pas. Et donc, ils disent que c'est le leader mondial de la formation à distance dans le domaine de l'aviation. Voilà. Et ils te disent le transporteur aérien national franchit un cap dans la modernisation de la formation de ses pilotes en associant, en s'associant, pardon, avec CPAT Global. Donc, ce partenariat a pour objectif d'introduire des méthodes d'apprentissage innovantes Oui, oui. et de renforcer les compétences des équipages grâce aux dernières technologies de simulation, pardon, et d'enseignement interactif. Alors là, c'est pour ça que je me posais la question de savoir si c'était uniquement l'équité, mais je pense pas là, hein. Si, au début, ça va te l'écouter. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que là, ce qui se trouvait chez nous, enfin, quand on faisait, nous, les qualifs, on prenait à droite à gauche. Bon, de toute façon, tu n'inventes rien dans l'aviation, hein. Tu prends à droite à gauche et tu confectionnes quelque chose. Même les skills, sur les simulateurs, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des simus du Moyen-Orient, enfin, des compagnies comme Qatar, Emirates, Air France et tout, et on confectionnait le nôtre. Bon, maintenant, il va falloir standardiser tout ça pour que tout le monde parle le même langage. Pour parler le même langage, il faut faire la même formation. Pour faire la même formation, il faut s'inspirer exactement des mêmes outils qui sont utilisés ailleurs. Et donc, ils vont se standardiser à ce niveau-là. Et ensuite, cette formation sera complète et tu n'as pas à rentrer en mode créatif pour t'inventer des skills ou des qualités de type. Tu vois, je peux te dire quand, depuis 2013 que je suis sur 330, quand j'étais sur 330, depuis 2013 jusqu'à 2022, j'ai dû peut-être utiliser 5 ou 6 skills différents des simulateurs. On changeait pratiquement tous les 2 3 ans, on les changeait. 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on changeait, on s'inspirait de ça, de ça, de ça. Bon, ceci dit, on avait les mêmes résultats on arrivait à former les gens sur ces machines-là. Mais là, il va falloir standardiser et passer par un organisme qui a la capacité de faire tout ça. Bon, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Il y a un point qui est très important que je viens de soulever justement, Nordine, en disant on changeait tous les 3 ans ou tous les 2, 3 ans. Ce qui est extrêmement important, et c'est la méthode que l'on utilise dans l'aviation, c'est que
les expériences doivent servir à améliorer le système, même les expériences négatives, etc. Et donc, quand on a un organisme comme ça ça veut dire qu'il va regrouper des informations provenant du monde entier, des problèmes qu'il a pu y avoir sur les avions, etc. Ils sont capables à ce moment-là donc de générer des scénarios de simulateurs qui vont traiter de tous les cas de figure qui ont pu se produire en reproduisant exactement les conditions dans lesquelles ça s'est produit, etc. Donc il y a un enrichissement des références de travail pour la formation. Non, c'est excellent, bien sûr. Tout à fait. JB, alors pour revenir à ta dernière vidéo, si ça ne dérange personne, donc bon, on parle des erreurs et ses conséquences pratiques. Donc tu parlais de l'erreur active, donc les conséquences donc, sont immédiates, c'est clair. Et tu parlais aussi des erreurs latentes. Et là, j'aurais aimé que tu introduises quand même le schéma de Reason, ce que tu n'as pas fait, me semble-t-il. En fait, le problème, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à Youssef en aparté, c'est que le temps de ces vidéos, c'est maximum 1 heure. Et donc, si tu commences à rentrer, à faire les liens hypertextes qui sont nécessaires, donc d'aller parler du schéma de Reason, etc. Bon, on va en parler maintenant. On va en parler parce que là, on n'est pas limité trop dans le temps. Par exemple, une compagnie décide tiens, on va prendre le cas de CAPT là. Ok. La décision a été prise en haut lieu de travailler avec CAPT. Très bien, pas de problème. Donc à ce stade-là, la décision, elle est bien, elle va dans le bon sens, et dans le schéma de Reason, à ce niveau-là, il n'y a pas de fenêtre d'occurrence, il n'y a pas de lézard. Très bien. Mais si derrière, par exemple, admettons, c'est juste une supposition, c'est juste pour donner un exemple. Si derrière, le deuxième niveau, c'est-à-dire les directions fonctionnelles, n'accordent pas l'importance voulue et ne traduisent pas cette décision stratégique de manière précise, avec des procédures bien précises, etc. Il va ouvrir une fenêtre d'occurrence. Si maintenant, au niveau des moyens, on met des ordinateurs à disposition, on ne veut pas dépenser trop d'argent, les moyens, donc le troisième niveau de décision, on met des moyens faibles, etc., des ordinateurs qui ne sont pas forcément au point, on ne va pas pouvoir avoir accès à tout et ça ne va pas être assez rapide, les gens vont décrocher parce que l'ordinateur ne sera pas capable de répondre suffisamment vite, il va falloir, quand l'apprenant va poser une question, on va demander un éclaircissement, ça va prendre du temps et tout. Résultat des courses, au niveau final, les pilotes qui seront formés, qui seraient formés dans ces conditions, n'auraient pas les 100% de bénéfices et le 100% des compétences voulues. Donc, si tu veux, pour illustrer la notion d'erreur latente, au niveau des directions, de la direction fonctionnelle, le fait de ne pas avoir fait de procédures strictes, etc., de ne pas avoir mis vraiment en place des politiques précises pour la mise en place de cette stratégie, ça va faire qu'à terme, un jour, il y aura un pilote qui fera un acte non sûr, qui donnera un accident tout simplement parce que l'erreur latente a été commise bien avant et il a fallu qu'il y ait un concours de circonstances pour que ça produise ses effets. Voilà un peu le principe. Merci. Salut, Par. Salut, Par. Salut l'équipe, bonjour tout le Salut monde. Tahar. Bonjour JB, bonjour le chat. Il y a une petite voix, ça veut Ça dire va? que tu as bossé ce matin. Ah, pas du tout. J'ai bossé au bureau. C'est bien. Ouais, je faisais un peu un travail personnel. Toujours dans l'aviation, mais personnel.
Autre exemple hein, d'erreur latente, la plus connue dans le monde, c'est celle du bug de l'an 2000 hein, sur les ordinateurs. Quand on a conçu les logiciels, etc., les horloges, on avait compté 2 digits simplement pour l'année. Au lieu de mettre 1992, on a mis 92. Et arrivé donc à l'an 2000, ben, il n'y avait plus que 00. Alors pour l'ordinateur, on revenait en 1900. Voilà, tout simplement. Erreur latente, JB, c'est comme la souris qui mange le fromage. Par exemple, oui. Oui, mais c'est ça, le, Je me donne toujours cet exemple. C'est une le souris schéma, cachée. On a beau avoir le fromage de l'extérieur qu'il est tout beau, et le jour où on va se rendre compte, on va trouver que le fromage il s'est vidé de l'intérieur. Exact. Voilà, très bien, très Oui. bien. Tu veux d'ailleurs, voir un peu le schéma d'Horizon est schématisé comme ça, c'est que c'est une tranche démontable, hein, avec Les trous pour qu'ils se produisent des événements, exact. démontable, pas de gruyère, parce que le gruyère n'a pas de trou, hein. Vous voulez voir un petit peu Exact. l'histoire de l'ETOPS ou pas? Je vous fais une projection de l'histoire de l'ETOPS. Ah oui, bien sûr, tu plaisantes, bien sûr. Tu veux que je réponde ou bien que tu répondes? Oui, je veux bien. Je vais faire une Vas-y, projection. vas-y, ouais. Vas-y, toi, t'es habitué. Non, je vais faire une projection vidéo. Je vais arrêter les. Je vais bloquer les. Attends, D'accord, ok. commentaires. Attends, on va enlever les commentaires. Passer à. Bon, maintenant qu'on. Oui. Pas améliorer. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis obligé après de passer en live stream parce que quand tu veux faire des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Retournez vos smartphones.
C'est bizarre venant de toi que tu nous fasses monter Boeing. Tu es plus Airbus. Non, ça c'est pour montrer seulement l'histoire de L'évolution. l'évolution, l'histoire de l'aviation. Mais bon, Ah là là. Le Dreamliner 787. My God. attends, je vais remettre les commentaires. Alors, Vous avez enlevé les commentaires. alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour des raisons de sécurité, on en a parlé plusieurs fois, à chaque fois, les performances, etc., sont basées sur des hypothèses. Dans l'aviation, l'hypothèse, par exemple, de la panne moteur au décollage, etc., l'hypothèse de la panne moteur à la remise de gaz, etc., etc. Très bien. Pour ce qui est de la sécurité du vol en croisière, on est parti de certaines hypothèses. On a dit, bon, voilà, on a dit que la probabilité de perdre 2 moteurs, on va considérer que la perte de 2 moteurs doit être envisagée toutes les fois qu'un avion se trouve à plus de 60 minutes d'un terrain pouvant l'accueillir. Autre hypothèse, pour les avions à 3 moteurs, on a considéré que la panne des 3 moteurs était envisagée toutes les fois que l'avion se trouvait à plus de 90 minutes d'un terrain. Et sur les avions à 4 moteurs, pour la sécurité des vols, on a considéré que les 4 moteurs pouvaient tomber en panne toutes les fois que l'avion se trouvait à plus de 120 minutes d'un terrain. Bon, très bien. Tout ça était fort bien. C'était basé sur les statistiques de fiabilité des moteurs, etc. de l'époque. Mais on s'est aperçu très vite que, enfin, avec l'évolution des moteurs à réaction, bien sûr, on s'est aperçu que la probabilité de perdre un moteur, elle était en baisse permanente. Et donc, il devenait un peu ridicule de considérer que on risquait de perdre les 2 moteurs si on était à plus de 60 minutes d'un terrain. Ça voulait dire que on bloquait un peu l'exploitation des avions, des biréacteurs par exemple, qui ne pouvaient pas s'éloigner de plus d'1 heure de vol d'un terrain. Donc ça bloquait pas mal de lignes au bimoteur. Pour autant, alors que la probabilité de panne des réacteurs était très faible, elle allait en s'affaiblissant. Donc on en est arrivé à penser, on s'est dit, attends, on va peut-être revoir le truc, on va peut-être autoriser les biréacteurs à être plus loin que 60 minutes d'un terrain. Et puis après, donc on a dit 90 minutes, après on a dit 200 minutes, 180 minutes, etc., etc. Et donc on a mis au point ce système des TOPS qui permet donc, sous certaines conditions, ces conditions c'est le type de moteur, le type d'avion, la maintenance, la capacité de communication, l'entraînement des pilotes, etc., etc., etc. Il y a plein de conditions pour que l'on ait le droit, avec un biréacteur, de s'éloigner de plus de 60 minutes ou 120 minutes ou 180 minutes, etc., d'un terrain. Et conséquemment, ça a permis d'opérer des avions biréacteurs sur des lignes qui, jusque-là, leur étaient interdites puisqu'ils se trouvaient à certains moments du vol à plus de 60 minutes d'un terrain. Et c'est comme ça qu'on fait maintenant que tous les biréacteurs font l'Atlantique Nord, même le Pacifique, etc. Parce qu'ils sont ETOPS, c'est parce qu'ils répondent à tous ces critères et les pilotes répondent aux critères, les compagnies, etc., etc. Voilà l'histoire un peu simplifiée de l'ETOPS. Voilà. Bon. Engine turning or passenger swimming. C'est d'accord. Tout part d'une hypothèse. Hein. c'est le problème, c'est ça. On n'a pas dit que la probabilité, on ne pouvait pas perdre 2 réacteurs. Hein. On n'a pas dit ça. On a dit que la probabilité pour perdre 2 réacteurs, elle est tellement infime qu'on peut quasiment la négliger dans une certaine limite. Voilà, c'est tout. Pour information, JB, on est arrivé à ETOPS 370 avec le A350. Oui. C'est énorme. Quand on voit des fois des problèmes de QRF, par exemple, on voit des avions qui ont décollé l'autre jour, il y en a un qui a décollé de Paris, je crois. Le gars, il avait passé Shannon, machin, il était déjà sur l'Atlantique.
il a eu un problème moteur, il est revenu sur Paris. C'est-à-dire que le mec, il a fait au moins 3 heures de vol avec un seul moteur en fonctionnement. Donc, oui, c'est pour le pilote que j'ai été, moi, c'est une aberration. Hein, mais bon, mais on n'avait pas les mêmes moteurs. Voilà. D'ailleurs, combien d'heures de vol tu peux faire avec un seul moteur? Ce serait intéressant de savoir. Indépendamment, bien sûr, de l'autonomie, hein, l'autonomie fou, là. C'est donné par la valeur ETOPS. Tahar te dit 370. C'est-à-dire 370 minutes avec un seul moteur. Voilà, tu as 6h10, 6h10, 6h10. Ça veut dire que tu es parti, tu avais 12 heures et quelques d'autonomie ou 15 heures d'autonomie avec 2 moteurs. Tu as perdu un moteur au bout de 6h10. Et ben, tu peux encore revenir à ta base sans problème. Ça veut dire, l'hypothèse dit que tu peux revenir à ta base et que tu n'as aucune. La probabilité pour perdre le moteur qui te reste, elle est nulle. Voilà l'idée. Exact. Allez, Et tu as une autre question à propos de l'erreur ou pas? Moi, j'ai une question pour tout le monde. À partir de quel moment, et on laissera, vous, je sais que vous avez les réponses, mais ce sera un peu pour le chat. À partir de quel moment on considère que l'avion a décollé? Tu veux que je te réponde en spanish? Tu peux répondre si tu veux. Par exemple, pour le monomoteur, on considère que on est safely airborne à une altitude où, dans le cas où on perd le moteur, où il s'arrête et on ne peut pas le redémarrer, on peut faire une procédure et on revient à la piste avec une procédure de glide. Mais ça ne donne pas la hauteur. À partir de quel moment on considère que l'avion a décollé? Est-ce que c'est au lâchage, où on lâche les freins? Est-ce que c'est le moment où on roule sur la piste? Est-ce que c'est le moment où les roues quittent le sol ou après? Moi, je peux répondre. À partir de V1, il a décollé. Moi, je peux répondre pour les avions de ligne. Pour les autres, je peux pas. Pour les avions de ligne, le décollage, c'est la phase sol du décollage, c'est 35 pieds, le passage des 35 pieds. Au-delà des 35 pieds, c'est la phase vol du décollage. C'est ça. Et pour les avions de loisirs, c'est 15 mètres au-dessus de la piste. 50 pieds. 35 pieds. C'est 50 pieds, oui, 50 pieds. 50 pieds. On considérera que l'avion a décollé. Ça fait du bien de refaire Dans la phase les de décollage. questions. Et c'est les segments de décollage, tu parles. Le décollage est partagé en deux. Le décollage des avions de ligne est partagé en une phase sol qui va de la vitesse 0 jusqu'à 35 pieds, le screen height, d'accord? Et ensuite, au-dessus de screen height, donc 35 pieds jusqu'à 1500 pieds, c'est la phase, this is the flight phase of the takeoff. on va voir qui c'est qui connaît ce paysage. Bon, il faut pas trop en vouloir, hein. Ça, c'est... Amarrast.
ça c'est l'Himalaya, ça. Ah non, ça c'est. Non, c'est pas. C'est le sud, c'est le sud. Comme ça, Nordin. C'est Tam, c'est Tam. Attends, je vais te montrer un truc. Ça c'est en 93, hein. JB, regarde la beauté du conventionnel et le Ah, défilement de l'altimètre. à moi tu le dis, à moi tu dis ça, tu penses. Ah ben, c'est juste pour te rappeler les bons moments. Regarde, là. Voilà. Ça c'était le old cockpit du poker. Regarde la piste en face. Slightly high. Il n'y a pas de cockpit stérile là-dedans, hein. Ça me rappelle des... Ça me rappelle Ah des... ouais. Les Alors, gants, c'était pour toi, le manche. pour ceux qui pilotent pas, pour savoir, en fait, quand on n'a pas de glide, rien du tout, pour savoir si on est sur le plan de descente correct, on a tous un repère qui est la convergence apparente de la piste. Vous voyez, les deux côtés de la piste, on les voit, puisque par la perspective, par définition, on les voit être en convergence comme ça. Eh bien, c'est cette vision-là qui nous permet de nous recaler. C'est une image qu'on a dans la tête, et c'est ça qui nous permet de nous recaler en hauteur, si on est, pour se mettre sur un plan visuel correct de descente. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas un cockpit stérile du tout, Nordin, hein. Ça, c'est les années 90. Mais il n'y a que des annonces. Bon, il y a de temps en temps des trucs qui sont pas, mais il y a des annonces, hein. Il y a toutes les annonces qui sont faites. Et encore, je vous fais grâce de beaucoup de choses. Nous, c'est le reste qu'on veut voir. Et pourquoi les gants? Les gants, c'est à cause de quoi? Ouais, parce que moi, j'avais l'habitude de faire ça. Transfert les mains. Les mains moites. Ah, ok, d'accord. C'est pour avoir une meilleure Piloter sensation. avec des mitaines, même moi Ok. qui sur ces avions-là, c'était en plus ça parce que les commandes étaient lourdes, hein. Mais Lourdes. même sur Boeing, moi je pilotais avec les gants, c'était plus agréable. Vous aviez une meilleure sensation? Oui, surtout. C'est une habitude qu'on a pris, ouais. C'est une marque de fabrique, ça, hein? Peut-être. Si je te montrais les autres marques de fabrique, je te jure que tu n'en reviendrais pas. JB, pour ce qui est de... Non, non, je veux pas voir ta marque de fabrique.
Ah, l'époque, le LET 1, là, vous au début avez du mois, il des y avait commandes. Vous un avez, léger, il y avait un léger cambouis quand même sur ces appareils-là. Quand tu touchais quelque chose, il y avait un peu de non, non, cambouis quand même, non? non, c'était propre, ils étaient propres, les avions, pas de problème. Tu me disais, Euh, JB? Goïtard, vous avez des commandes hydrauliques sur le LED, ou bien c'est un peu lourd aux commandes? Hydraulique, mécanique. Pur aux commandes, il est lourd aux commandes ou bien? Oui, il est lourd, oui. D'accord. Mais vous Bah, avez quand même vous avez quand j'utilise même une beaucoup assistance hydraulique, quoi. le trim. Non, mais J'ai- vous avez une assistance hydraulique quand même. Oui, oui. Et on a un trim électrique. Bien sûr, quand même. C'est quoi, quand tu dis Sur, c'est lourd, tu devais mettre tes pieds sur le pupitre pour tirer sur le manche, JB? Ah, écoute, moi, je me souviens, euh, quand je suis rentré à la compagnie, j'ai été mis d'abord sur convert. Ah, tu y croyais pas. Tu n'y croyais pas parce que en plus de ça, moi, j'ai fait que 2 heures et demie sur cet avion, hein. J'ai fait deux vols locaux. Et j'avais pris des commandes en vol. Donc le collègue, il était passé aux commandes, c'est lui qui avait fait le décollage et tout. Et puis une fois sa séance terminée, en vol, j'ai pris la place du copie et l'instructeur donc était à gauche. Quand j'ai pris les commandes, comme il n'y avait pas de simulateur, il n'y avait rien pour ces avions. Donc on apprenait à le piloter sur l'avion même. Et quand j'ai pris les commandes, je ne comprenais pas. Je me suis tourné vers l'instructeur, je lui ai dit, ouais, il y a le pilote automatique qui est engagé, quoi, parce que si tu veux, par rapport à ce que j'avais piloté avant, quand tu touchais le manche, tu ne pouvais pas le bouger. Il fallait forcer, forcer, forcer. Et pour tirer dessus, pour virer, quand tu virais, il fallait vraiment forcer. D'ailleurs, quand tu voyais le manche qu'il y avait, tu comprenais pourquoi il était grand. C'était très vite que tu comprenais. C'est dingue, hein, parce que vous avez connu que ce soit toi, Nordine, ou même les anciens, vous avez connu des trucs que certains dans l'aviation ne connaîtront jamais. À ce propos, je viens de voir un truc tout à l'heure, j'ai dit non, c'est pas possible. À quel point on est arrivé. Alors, il y a un système qui s'appelle le ROW et le ROP. Alors, le ROW, c'est Runway Overrun Warning, et l'autre, c'est Runway Overrun Prevention. C'est-à-dire ces deux systèmes embarqués qui te disent attention, tu vas atterrir trop loin et tu vas plus avoir assez de piste pour t'arrêter. Ils te donnent ça avant que tu te poses. Et l'autre, le ROP, il te dit attention, il faut freiner au maximum parce que sinon tu vas sortir de piste. C'est-à-dire, là, on en arrive au summum de la connerie, je considère, parce que si un pilote qui fait une approche, il n'est pas foutu par lui-même de se rendre compte qu'il se pose trop long ou que la piste est trop courte et il freine pas assez, c'est vraiment qu'il a rien à foutre dans un cockpit. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Ça, c'est sur quoi? Sur Moi, je Boeing, sur voulais Airbus parler de ou les ça, deux? JB, tout à l'heure. Pardon, Spanish. Non, j'ai vu Quand ça tout tu as à l'heure. dit qu'il n'y avait pas il y avait pas de glide et il n'y avait pas de référence aux instruments, quoi. Tu as vu que nous, pratiquement, on opère dans le sud, donc généralement, c'est des pistes qui sont sans instruments, c'est des approches en VFR et tout. Donc, on doit avoir une appréciation qui se rapproche de l'exactitude. Par exemple, euh, quand on vole dans une approche dans un aéroport où il y a l'ILS, il y a les instruments, il n'y a pas de souci, genre on met les settings, tous les paramètres et on vole l'approche le plus normalement du monde. On a le PAPI, on a l'ILS, on a toutes les indications. Par contre, quand on va se rendre dans une airfield qui n'a ni runway marking, ni rien du tout, c'est là où on en a vraiment besoin des calculs
et l'estime de la piste et on doit croire à nos calculs. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est quand je vole dans un aéroport avec une approche aux instruments, ILS et tout. Donc, je connais la référence. Je me réfère par rapport à ma position, juste au-dessus du glare shield. Il est où le aiming point? Je le note. Et comme ça, quand je vais voler une approche vers une piste qui n'a aucun ni traçage, ni marking, ni rien du tout, j'utilise ça et la méthode de l'école, toute classique, axe ponte vitesse, et ça marche. Ouais. Qui pilote pas, il faut savoir que quand on approche d'une piste, si on fait bien attention, tout ce qui est après le point d'impact, on va le voir visuellement monter. Et tout ce qui est avant le point d'impact, on va le voir visuellement descendre. Donc, si on fait bien attention, on voit à peu près où notre trajectoire va nous amener. Donc, c'est là où on est capable de dire si on est capable de se poser au plat ou pas. Et par contre, quand on arrive sur un terrain où il n'y a rien, comme disait Tahar aussi, on est obligé de se remettre dans un tour de piste standard, avec des top chronos, etc. On passe travers les plots, on prend un top chrono, machin, on prépare la machine, tout ça. On fait un tour de piste standard pour être sûr d'être à peu près dans les distances et les hauteurs par rapport à la piste qui correspondent à un tour de piste standard. Voilà. JB, je, je vais faire visionner une vidéo sur le stall. Oui, bien sûr. Sur le stall, attends, je vais désactiver le truc, les commentaires pour agrandir l'écran. Tu sais que l'alarme stall, c'est ma sonnerie de téléphone. Et à chaque fois que je suis dans le cockpit, à chaque fois que je suis dans le cockpit et que mon téléphone il sonne, le capitaine ou le copie me regarde avec des grands yeux en mode T'es Ouais, sérieux, t'as ça comme sonnerie? Je attends, dis ouais, quand c'est la merde qu'on m'appelle, c'est ça. je vais arrêter les... Bon, JB, tu m'as pas répondu. Le RO et W et ROP, c'est sur Boeing ou sur Airbus ou les deux? Ah, j'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook. Un mec enfin, c'est un truc qui explique toujours des trucs aéronautiques là. Aircraft Aviation Knowledge, je sais pas quoi. C'est la première fois que j'entends parler de ça, hein. Mais Toi, tu qu'est-ce qu'il connais pas dirait? ça, Nordine? Every day, thousands of Airbus aircraft take off and land all over the world. In total safety for passengers, freight, and of course the crews. However, because not all flights are ever quite the same, unexpected and rare events may happen, requiring a calm recovery reaction from the crew. The stall is one of these unexpected events. Here the crew must fully understand what is going on to be able to adapt and control the situation, with one sole aim: recover the aircraft. So it is possible to recover an Airbus from a stall situation. Over and above the currently published documents that resulted from collaborative work between aircraft manufacturers and air safety organizations, we would like to go further in explaining the characteristics of the stall phenomenon, and specifically how to recover from a stall. For all pilots, the top priority is to clearly identify an approaching stall, so that the stall itself can be avoided. However, should one be encountered, then the correct recovery actions must be taken immediately. A stall is characterized by a loss of control, then by a loss of height. A wing generates lift, where L equals a half rho V squared SCL. The lift must equal the weight of the aircraft times the load factor. L equals N times W. N equals load factor, W equals weight. The general lift equation becomes N times W equals L equals a half rho V squared SCL. The CL of the wing increases with the angle of attack up to a maximum CL max. Any further increase of angle of attack above this angle of attack of CL max will make it impossible for the airflow to smoothly follow the upper wing surface. The flow will separate from the surface, causing the CL to decrease and drag to increase.
On this graph, we can clearly see that the angle of attack increases from zero lift value. The curve is linear over a big range. When the flow separation begins, the slope of the curve begins to fall off. The lift reaches a maximum and begins to decrease. The angle of attack at which it starts to decrease is the stalling angle of attack or critical angle of attack. This corresponds to the value of CL max. One can clearly notice that to recover from a stall or to prevent a stall, the angle of attack must be decreased to below this CL max value. The aircraft is considered stalled when the behavior of the aircraft gives the pilot a clear and distinctive indication that the aircraft is stalled. Indications of a stall, occurring either individually or in a combination, are a nose-down pitch that cannot be readily arrested, buffeting of a magnitude and severity that it becomes a strong and effective deterrent to further speed reduction. The pitch control reaches the aft stop, and it is impossible to stop the aircraft from descending. Stall characteristics vary with different types of aircraft. However, for modern aircraft during most normal maneuvers, the onset of the stall is gradual. The first indications of an approaching stall may be provided by any or all of the following: unresponsive flight controls, a stall warning or stall prevention device, significant uncommanded roll at the stall, or aerodynamic buffeting. The transition from approaching stall to stall is sometimes difficult to identify precisely. Therefore, the two phases should be treated as the same from a recovery point of view. Factors that affect the stall speed are change in weight, maneuvering the aircraft increasing the load factor, configuration changes. This is how the CL versus angle of attack changes with slats extension, flaps extension, speed brakes extension, and finally wing contamination. Let's see how the CL max varies with the Mach. Remember the general lift equation, N times W equals L equals a half rho V squared SCL. Expressed in Mach condition, it becomes N times W equals L equals 0.7 P Mach squared SCL. At a low Mach number for a given configuration, a wing stalls at a given angle of attack. Beyond a given Mach number, order of magnitude Mach 0.35, any Mach number increase has two consequences. The angle of attack at which the wing stalls decreases. The maximum lift coefficient, which is obtained at stall angle of attack, decreases as well. It means that at high altitude, where Mach effects become significant, the margin from the stall decreases. In other words, in a high altitude cruise, when the Mach number increases, the lift capacity decreases. That is to say, the load factor capability decreases, as does the ability to maneuver. That being said, let's now take a look at particular stall phenomena. Accelerated stall. An accelerated stall is caused by abrupt or excessive control movement. An accelerated stall can occur during a sudden change in flight path, during maneuvers such as steep turns or a rapid recovery from a dive. It is called accelerated stall because it occurs at a load factor greater than 1G. Secondary stall. A secondary stall may be triggered while attempting to recover from a stall. This usually happens as a result of trying to hasten the stall recovery, either by not decreasing the angle of attack enough at stall recognition, stall warning, or by not allowing sufficient time for the aircraft to begin flying again before attempting to regain altitude loss. Pitch up effect. The shape of the wing will also determine the stall characteristics. Modern jet aircraft have swept back wings. This kind of wing allows higher speed, but it has an increased tendency to stall at or near the wingtip first. The loss of lift at the wingtip moves the center of pressure forward, thus inducing a pitch-up moment. So, what do we have to remember? For a given Mach number, a wing stalls at a given angle of attack. When the Mach number increases, the value of angle of attack stall decreases.
When approaching the angle of attack stall, the wing generates a certain level of buffeting, which tends to increase at a high Mach number. When the angle of attack increases and approaches the angle of attack stall, in certain cases, a phenomenon of pitch up occurs as a result of the change in lift distribution on the wing. When the flow over the wing is stalled, the only possible means to recover a normal flow is to decrease the angle of attack to a value lower than the angle of attack stall. Stall is only an angle of attack problem. It is not directly a speed problem. Remember these last 2 points. So, that's the theory. But how does it work in practice? For this, we've decided to use a production A330, representative of aircraft in service. Let's start with deterrent buffet. Deterrent buffet is a phenomenon which happens at a certain stage in a stall. It is so strong that it can be dissuasive. It should be noted that the definition of deterrent buffet is part of the stall definition as specified in documents certified by the civil aviation authorities. Buffeting starts gently and gradually increases until the pilots decide to recover. Note that buffeting is hardly perceptible at all when the warning is triggered, but builds up quite quickly to a very harsh level. Let's focus now on the recovery. In this shot, we've inserted a cross symbol to represent the stick. When the stick is pulled backwards, the cross moves to the nose up position. When the stick is pushed forwards, the cross moves to the nose down position. You can now observe that during the whole recovery, we made a nose down input. We can therefore deduce that deterrent buffet is directly associated with the turbulent airflow, wing stalled condition, and that it disappears when the stick is pushed forward and the flow reattaches. In this graph, you can see the angle of attack at which the stall warning will start in function of the Mach number. You can note that the stall warning angle of attack decreases as the Mach increases. There is also the curve showing the buffet onset. The zone above the stall curve is the deterrent buffet zone. You can see that as the angle of attack increases, we enter the different zones on the graph. Once the recovery is initiated, this deterrent buffet stops. You may also notice that the sudden change in angle of attack occurs as soon as the recovery procedure is applied. Let's review this again. In the event of a significant uncommanded roll at the stall, reduce angle of attack before recovering the bank angle. In this film, you have seen various theoretical and practical aspects of stall situations. The most important thing to remember is that, at the first indication of a stall, you must release the back pressure and, if necessary, push the stick forward to decrease the angle of attack until the stall indications are no longer present. Remember, it is always better to avoid a stall, but should you encounter one, strictly apply the recovery procedures published in your aircraft operations manual. Voilà. Moralité, prendre la main. Voilà. Il faut... ça, je l'ai fait visionner pour que justement les gens ne pensent pas à me lire ça, mais c'est une mince affaire. C'est quand les pilotes se trouvent dans une situation comme ça, croyez-moi que ce n'est pas un art du gâteau, hein. Pas du tout.
En plus de ça, ce qu'il faut concevoir, c'est que ça, la probabilité que ça se produise, c'est pas en haute altitude. Exact. C'est quand on est en approche. On n'a rien en dessous, on est en basse altitude, et si on décroche en basse altitude, la récupération, the recovery, c'est pas évident. Si on n'a pas beaucoup d'altitude, on se casse la gueule, c'est tout. Ils disent bien que ça n'a rien à voir avec la vitesse. Hein. C'est là-haut. Hein. C'est C'est l'angle of attack, c'est tout. Angle of attack. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Rio d'Air France. Voilà. Quand ils ont eu les pitos, bah, c'est Babelmendao. Voilà. Après tout rentre en branle. Mais bon, ils se seraient rendus compte, dommage pour eux. À temps, oui, ils se sont rendus compte vers 3500 pieds, donc c'était trop tard. T'as pas une vidéo sur en vol la conduite à tenir en cas de panne moteur ou un truc comme ça? Si, j'en ai plein. Maintenant, je t'ai dit, pour ne pas trop visionner comme ça les trucs, je vais passer en système restream. Ouais, comme ça tu pourras faire un partage d'écran. Voilà, donc je vais faire un Et restream. est-ce que Ça va nous, être bien, on pourra à ce moment-là rejoindre et éventuellement faire un partage d'écran? Oui, ça veut dire que tu pourras. Ça veut dire, une fois que je l'installe, bah, il faut d'abord plus. C'est un peu. Crois-moi que c'est un peu compliqué. Hein. C'est-à-dire pour moi, hein. Pas pour les autres. Peut-être que ça doit être simple. Mais je suis en train de m'y adapter. Et ce sera mieux que comme ça. Parce que Sinon, t'as qu'à faire du stream. des striptease. Non, du stream sur Twitch ou un truc comme C'est ce ça. que Là. je suis en train de dire. Il y a un programme qui s'appelle Restream. R-E, espace Ouais. Stream. Sinon, Et t'as donc, Twitch, hein. tu fais rentrer. Il y a Twitch et tout, oui. Tu fais rentrer le TikTok, tu fais rentrer le YouTube, tu fais rentrer le. Mais ça, bon, il y a un peu de travail, mais bon, bah, je vais m'y mettre. Hein. Nordin, Ouais. une bonne révision pour moi. غدو عندي prof check. Ah ouais, Prof check sur avion. c'est bien. Simulateur pour cet avion ou bien? Si, on fait le simulateur en République tchèque, mais ils ont signé une dérogation de chez l'ANAC, comme ça on fait un prof check sur avion et l'autre sur le simulateur. Mais sur le simulateur, c'est mieux, JB, hein, c'est Ah beaucoup bah c'est mieux sûr, parce qu'on c'est sûr, on pratique beaucoup plus bien sûr. de pannes, de scénarios. Ce qu'il y a de bien sur le simu, c'est le reset. Et c'est le stand-by. Tu peux l'arrêter, tu peux. Le freeze. Il n'y a pas que ça, on fait le engine shutdown in flight. Ah ouais. Tu te permets beaucoup plus de scénarios. Ah oui. Clair. Mais ici, sur l'avion, c'est simulation de fire on ground, fire after take-off. Vous avez bien visionné la vidéo, elle apparaissait bien comme il faut ou pas? Ah, très bien, oui, impeccable. Très bien, Nordin. J'ai failli me tromper de vidéo. Mais Là, Farid, il est resté sans voix. j'ai failli me tromper de vidéo. Ça aurait fait plaisir à Spanish, mais c'est pas grave. Oh là là. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. J'allais vous passer une vidéo, ça glisse au pays des merguez. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Tant que tu mets pas Également, Blanche- les amis, tu mets pas bonne Blanche-Neige et les soirée. 7 mains. Allez, ciao tout le monde. Ciao le Et Allez, bonne